Après notre étude des minéraux dans la dernière émission, nous poursuivons notre exploration des matériaux de la croûte terrestre avec l'étude des roches, ces roches qui sont constituées de minéraux. Nous avons vu que les minéraux représentent une organisation remarquable de la matière. Bien que différentes des minéraux, les roches présentent aussi une organisation spécifique. Leur composition n'est pas fortuite, elle dépend d'un certain nombre de facteurs et de processus déterminants qui produisent des assemblages minéralogiques qui représentent des environnements géologiques. La croûte terrestre est rigide. Si on accepte cette mince couche de sédiments au-dessus de la croûte, elle est composée de roches. Comme dans toute discipline, le géologue a besoin de nommer, de classer les éléments pour bien les décrire et bien les comprendre. Nous allons classer les roches dans trois grands groupes qui représentent trois grands ensembles de processus géologiques. La tectonique des plaques nous a appris que la formation de la croûte terrestre s'est faite selon une certaine cyclicité. Et nous allons voir que les roches sont l'expression de cette cyclicité. Voici un diagramme qui, à première vue, apparaît très lourd et chargé. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons prendre le temps de le décortiquer. Il s'agit du cycle de formation des roches. Il schématise d'un seul coup d'œil les trois grands types de roches qui forment la croûte terrestre, avec les processus qui conduisent à la formation de ces roches. Ainsi présenté, ce schéma véhicule l'idée de la cyclicité des processus. Je vais d'abord vous présenter une vue d'ensemble du cycle, puis nous étudierons en détail et à tour de rôle chacune de ces phases. La tectonique des plaques nous enseigne que le magma est à l'origine de la formation de croûtes terrestres. D'abord au niveau des dorsales océaniques, puis par addition au niveau des points chauds et des zones de subduction. Il constitue donc le point central de ce diagramme. Il est le point de départ et nous le verrons, il est aussi le point d'arrivée, ce qui rend bien l'idée de cyclicité. La première phase du cycle est constituée par la cristallisation de magma. Un processus qui, nous l'avons vu dans l'émission précédente, conduit à la formation d'un cortège de minéraux des silicates. C'est ce premier processus de cristallisation d'un magma qui forme les roches ignées, les roches de feu, celles qui viennent du feu de la Terre. Ces roches ignées, lorsqu'elles auront été amenées à la surface du globe par les processus dynamiques de la tectonique des plaques, entre autres lors de la formation de chaînes de montagnes, et qu'elles auront été exposées aux intempéries de la surface, ces roches ignées vont se désagréger en particules de tailles diverses. L'érosion par l'eau, la glace et le vent va transporter ces particules pour former un dépôt meuble qu'on appelle un sédiment. Par exemple, un gravier, un sable ou des boues. C'est la seconde phase du cycle. La troisième phase consiste à transformer ce sédiment en roche, qui évidemment s'appelle une roche sédimentaire. Cette transformation, elle se fait selon un ensemble de processus qu'on appelle la diagenèse. Le principal processus étant la cimentation des particules entre elles. Nous verrons que ces processus peuvent agir très rapidement ou encore prendre beaucoup de temps. Nous avons vu, lorsque nous avons discuté de la formation des chaînes de montagne, que certaines portions du matériel sédimentaire pouvaient être amenées à des températures et des pressions très élevées, aux racines des chaînes de montagne, et qu'alors les roches sédimentaires se transformaient en roches métamorphiques, littéralement des roches ayant acquis une autre forme. Ce processus de transformation sous l'effet de la température et de pression très élevée, c'est le métamorphisme.
Comme les roches sédimentaires, les roches ignées peuvent aussi être soumises au processus du métamorphisme et produire des roches métamorphiques. Nous verrons qu'il n'y a pas que l'enfouissement aux racines des chaînes de montagne pour former des roches métamorphiques. Pour être complet, il nous faut ajouter qu'il n'y a pas que les particules provenant de l'érosion des roches ignées qui forment les sédiments. L'érosion des roches métamorphiques et des roches sédimentaires produira aussi des sédiments et éventuellement des roches sédimentaires. Finalement, pour boucler le cycle, on sait qu'au niveau des zones de subduction, il y a enfoncement dans la sténosphère de lithosphère océanique, donc de roches ignées avec des quantités mineures de sédiments, de roches sédimentaires et de roches métamorphiques. Une partie de ce matériel est fusionnée pour fournir les magmas de zone de subduction. Une autre partie est digérée et amalgamée au matériel de la sténosphère et est susceptible d'être fondue ultérieurement en magma aux zones de dorsale. Cette émission sera consacrée à l'étude des 3 grands types de roches qui constituent la croûte terrestre, en insistant particulièrement sur les processus qui ont conduit à leur formation. Nous avons vu dans les premières émissions que la théorie de la tectonique des plaques fournit le cadre essentiel pour la compréhension de ces processus géologiques. Nous allons commencer avec ces roches qui se situent en début du cycle et ces roches qui forment aussi le gros en volume de la croûte terrestre, les roches ignées. Lorsqu'on regarde autour de nous à la surface des continents, il est difficile de croire que les roches ignées forment le gros de la croûte terrestre. En fait, les paysages qui nous entourent sont plutôt formés de roches stratifiées, des roches sédimentaires. Cependant, si on considère que la croûte océanique a été formée par la cristallisation de magma à partir des dorsales médio-océaniques, et si on considère que cette croûte-là, c'est celle qui se trouve sous les océans et que les océans couvrent 70 % de la surface de la planète, bien, ça commence à faire un assez bon volume de roches. Si on ajoute à ceci les grands stocks de magma qui ont été coincés dans la croûte continentale, on commence à comprendre qu'effectivement, les roches ignées forment le gros du volume de la croûte terrestre. Nous allons donc nous concentrer sur cette première partie du cycle de formation des roches, magma, cristallisation, roches ignées. D'abord, clarifions un petit peu le vocabulaire. On utilise un autre terme pour parler des roches ignées. On utilise le terme de roches magmatiques. À toute fin pratique, roches ignées et roches magmatiques sont synonymes. Revenons sur ce schéma que vous connaissez bien maintenant. On a vu qu'il y a 3 zones privilégiées où se fait le magmatisme de dorsale médio-océanique, le magmatisme de zone de subduction et le magmatisme de point chaud. C'est un fait d'observation que les roches magmatiques ont des compositions variées. Pourtant, si on croit qu'elle provient d'une fusion partielle du manteau, elle devrait avoir une composition uniforme. Ce n'est pourtant pas le cas. Il faut donc examiner 2 phénomènes importants pour donner cette explication. Ce sont les phénomènes de fusion partielle et de cristallisation fractionnée. Nous avons vu dans l'émission précédente que la cristallisation des silicates dans un magma se faisait dans un ordre défini par la suite réactionnelle de Bowen. Essentiellement, c'est parce que les minéraux n'ont pas toutes la même température de cristallisation. On appelle ce phénomène la cristallisation fractionnée. On a vu que cette cristallisation fractionnée produit des assemblages minéralogiques différents qu'on a qualifiés d'ultramafiques, mafiques, intermédiaires et felsiques. Ces 4 grands groupes d'assemblages minéralogiques définissent 4 grands types de roches ignées. L'assemblage ultramafique donne une roche particulière, composée presque exclusivement d'olivine, avec un peu de pyroxène, une roche très peu abondante à la surface même de la Terre, qu'on nomme une péridotite. On le verra, cette roche constitue principalement la lithosphère mantellique. L'assemblage mafique donne des roches qu'on appelle basaltes ou gabbros, des roches qui vont être riches en pyroxène et en feldspath plagioclase calcique, avec possiblement une petite quantité d'olivine ou d'amphibole. Je reviendrai dans un instant sur la distinction entre basalte et gabbro. Disons pour le moment que la composition de ces 2 roches est la même.
L'assemblage intermédiaire constitue les andésites et les diorites. Ce sont des roches composées d'amphiboles et de feldspath plagioclases, dont le contenu en calcium et sodium est intermédiaire entre les deux pôles, avec possiblement un peu de quartz et de biotite. Pour sa part, l'assemblage felsique fournit des rhyolites et des granites, dont la composition principale est le quartz, le feldspath potassique et le feldspath sodique, avec un peu de mica comme la biotite et la muscovite. Voilà, vous avez ici les noms qu'on utilise pour désigner les principales roches ignées. Vous trouverez sur le site Internet un tableau qui présente la classification et qui résume de façon un peu plus précise la composition des roches ignées. Pour 3 des 4 catégories, je vous ai donné pour chacune 2 noms de roches. Vous vous demandez peut-être quelle est la distinction à faire entre un basalte et un gabbro, un andésite et une diorite, ou un rhyolite et un granite. Bien, au niveau de la composition, il n'y a pas de différence. La différence se situe au niveau de la cristallinité, particulièrement au niveau de la taille des cristaux. Lorsqu'un magma s'introduit dans la croûte terrestre, il peut se frayer un chemin jusqu'à la surface et produire des coulées de lave qui, en cristallisant, vont former ce qu'on appelle des corps extrusifs, volcans sous-marins ou volcans continentaux, par exemple. Si ce magma reste coincé à l'intérieur de la croûte terrestre, il va cristalliser pour former ce qu'on appelle des corps intrusifs. Le magma qui vient cristalliser à la surface de la croûte terrestre va cristalliser très rapidement, aussitôt qu'il est en contact avec l'air ou avec l'eau. Et cette cristallisation rapide va produire des cristaux très très fins, des cristaux qu'en fait on ne voit pas à l'œil nu. Alors que si le magma cristallise à l'intérieur de la croûte terrestre, il va cristalliser très lentement et donc les cristaux vont se développer beaucoup mieux, de façon beaucoup plus grossière. Pour faire une analogie, prenons un exemple que nous connaissons bien. Si je refroidis du sucre fondu en le plongeant dans l'eau ou sur la neige, il va cristalliser rapidement et en très fins cristaux, au point où le matériel va devenir tout à fait translucide. Un bon exemple, c'est la tire d'érable qu'on étend sur la neige. Par contre, si je prends beaucoup de temps à refroidir la préparation, cette préparation va se granuler et va former des cristaux beaucoup plus gros. Meilleur exemple, le sucre d'érable ou le sucre à la crème. On a donc 2 grands groupes de roches ignées. Les roches ignées extrusives, comme ce basalte ici, qui est à très fins cristaux, même si ce n'est pas visible à la caméra, vous devez prendre ma parole que les cristaux ne sont pas visibles à l'œil nu, et les roches intrusives qui sont à beaucoup plus grands cristaux, comme ce granit ici. On utilise 2 autres termes pour parler des roches ignées intrusives et extrusives. Dans le cas des roches intrusives, on va souvent parler de roches plutoniques. Le terme vient de Pluton, le dieu des enfers. On utilise aussi ce terme de Pluton pour parler de grands massifs de roches ignées dans la croûte terrestre. Dans le cas des roches extrusives, on va souvent parler de roches volcaniques. Le terme vient de Vulcain, le dieu du feu. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que sont les volcans. Dans les émissions précédentes, j'ai souvent fait référence à la fusion partielle sans véritablement vous dire de quoi il s'agissait. Je vous ai dit, par exemple, que le magma au dorsal médio-océanique provient d'une fusion partielle du manteau. Nous allons maintenant voir de quoi il s'agit et surtout quelles sont les implications de cette fusion partielle sur la composition de la croûte terrestre. Nous avons utilisé ce diagramme de Bowen pour expliquer le processus de cristallisation fractionnée où, à partir du refroidissement d'un magma liquide, les silicates cristallisent tour à tour selon la température de leur point de cristallisation. Le processus de fusion partielle est en quelque sorte l'inverse du processus de cristallisation fractionnée. Il faut lire le diagramme du bas vers le haut cette fois. Si on augmente progressivement la température d'un matériel solide, composé d'un assemblage de minéraux silicatés, cet assemblage va passer entièrement ou partiellement de la phase solide à la phase liquide. Pourquoi partiellement? C'est bien simple, c'est parce que, comme dans le cas du refroidissement d'un magma où tous les minéraux ne cristallisent pas tous en même temps, dans le cas du réchauffement, ils ne vont donc pas fondre tous en même temps. Par exemple, si un assemblage solide de silicates est chauffé progressivement, les premiers minéraux à fondre seront les minéraux de basse température.
ceux qui se situent au bas de la suite de Bowen, c'est-à-dire le quartz, les feldspaths potassiques et sodiques, et la muscovite. La fusion n'est alors que partielle, puisqu'on obtient un mélange de solide et de liquide, une sorte de slush. Dans notre exemple ici, la phase liquide possédera une composition felsique, alors que la phase solide sera composée de cristaux de plagioclase calcique, de biotite, d'amphibole ou de pyroxène, selon la composition du solide originel. Avec une augmentation de la température, les plagioclases de calcicité intermédiaire, les biotites et les amphiboles, seront à leur tour fondus et produiront un magma intermédiaire. Et ainsi de suite pour les autres minéraux, jusqu'aux olivines, bien sûr, si le mélange silicaté originel en contenait. Vous voyez bien ici le principe de la fusion partielle. À mesure du réchauffement, il se fait une séparation en deux phases, une phase liquide et une phase solide, pour former ce mélange de slotch dont je vous ai parlé. Il est important de comprendre ici que la composition de chacune de ces phases va se modifier à mesure de l'évolution thermique du mélange. Le liquide peut être extrait de ce mélange, être remobilisé et ainsi produire des magmas de composition variée, ce qui, en bout de ligne, va aussi produire des roches ignées de composition variée. Voyons donc comment tout cela s'applique au niveau où il se fait du magmatisme, au dorsal médio-océanique, aux zones de subduction et aux points chauds. On l'a vu, une des zones les plus importantes où agit le magmatisme, c'est au dorsal océanique, où se régénère perpétuellement de la lithosphère océanique. La fusion partielle se fait sous la dorsale par la concentration de chaleur due à la convection qui aussi apporte régulièrement du matériel du manteau. Le matériel qui est partiellement fondu, c'est le matériel du manteau. Cela dit, examinons d'un peu plus près ce magmatisme de dorsale océanique. Vous vous souvenez qu'on a appris que la lithosphère océanique est formée de deux entités séparées par la discontinuité de Moho, le manteau supérieur rigide et la croûte océanique. La fusion partielle se fait, comme on vient de le dire, dans le manteau par fusion d'une péridotite. Vous vous souvenez peut-être que dans la première émission, je vous ai dit que malgré les efforts de la communauté internationale, on n'a pas encore réussi à forer à travers le Moho, ce qui fait qu'on ne possède pas d'échantillon de la partie supérieure du manteau. Comment pouvons-nous alors affirmer qu'il s'agit de la fusion partielle d'une péridotite? Bien, nous avons deux évidences indirectes. La première nous vient des grandes chaînes de montagnes dans lesquelles on retrouve des lambeaux de lithosphère océanique coincés dans des grandes failles. À la base de ces lambeaux, on retrouve des péridotites, ce qui suggère fortement qu'en dessous de la croûte océanique, il y a des péridotites. La seconde évidence nous vient de la composition même de la croûte océanique qui, comme on le dit, provient d'un magma qui s'est formé par fusion partielle du manteau. Voici un schéma plus détaillé de la zone de dorsale. Le magma qui vient de la zone de fusion partielle est introduit de manière plus ou moins continue dans la croûte océanique, dans ce qu'on appelle une chambre magmatique, une sorte de grande poche où tout est liquide. À cause du flux de chaleur venant du bas, il y a dans la chambre magmatique des cellules de convection. Le magma silicaté se refroidit aux parois de la chambre, amenant la cristallisation d'une partie des silicates. C'est la cristallisation fractionnée, qui produit un gabbro, qui, comme vous le savez maintenant, est une roche intrusive mafique à grands cristaux. On verra dans quelques instants pourquoi un gabbro plutôt qu'un granit. Il se forme à la base de la chambre magmatique une sorte de stratification due à la convection qui redistribue une partie de la phase solide qui sédimente. C'est ce qui explique cette stratification qui se retrouve à la base de la croûte océanique. Une partie du magma a réussi à se frayer un chemin jusqu'à la surface pour former les épanchements de lave qui se forment dans le rift central des dorsales et qui, en cristallisant, donnent des basaltes. Ces épanchements se font à la faveur d'un réseau de fractures de tension créé par les forces de tension qui agissent dans cette zone. Une partie du magma va cristalliser dans ces fractures et à mesure de l'étalement des planchers océaniques, on aura la formation d'un réseau de dikes,
et de filons de gabbro tels qu'illustrés ici. Quand on a discuté de la théorie de la tectonique des plaques, je vous ai dit, pour simplifier un peu les choses, que la croûte océanique était essentiellement formée de basalte. Vous voyez ici que c'est un peu plus complexe et que cette croûte possède des caractères particuliers qui peuvent s'exprimer sous forme d'une séquence verticale issue des processus magmatiques qui agissent au niveau de la dorsale. Sous la croûte océanique, nous avons les péridotites du manteau supérieur, une roche ultramafique composée d'olivine et d'un peu de pyroxène. Au-dessus, ce sont ce que les spécialistes appellent des cumulats lités ou stratifiés, composés de gabbro, une structure résultant de l'action combinée de la convection et de la sédimentation des cristaux. Au-dessus des cumulats viennent des gabbros massifs issus de la cristallisation aux parois de la chambre magmatique. Puis un niveau caractérisé par les dikes et filons gabbroïques dus à la cristallisation dans les fractures de tension, ce qu'on appelle un complexe filonien. Et finalement, au-dessus de la pile, les basaltes reliés aux épanchements volcaniques. Comme on l'a vu dans la première émission, cette croûte océanique fait de 5 à 15 km d'épaisseur. Les spécialistes appellent cette séquence une séquence ophiolitique, ou plus sommairement les ophiolites. Toutes ces roches de la croûte océanique sont mafiques, c'est-à-dire qu'elles contiennent des pyroxènes, un peu d'olivine et de feldspath calcique. Comme elles ne contiennent pas des minéraux, des assemblages felsiques intermédiaires, on est forcé de conclure que les magmas qui les ont produites ne contenaient pas ces minéraux. Sinon, nous aurions dans la croûte océanique, nous aurions donc des assemblages felsiques et intermédiaires. La seule roche qui peut avoir fourni un tel magma par fusion partielle, c'est une roche ultramafique comme la péridotite. Vous voyez, c'est là notre seconde évidence indirecte pour conclure qu'on a un manteau de péridotite. On vient de parler de magmatisme aux zones de dorsale, c'est-à-dire aux zones de divergence. On sait qu'il se fait aussi du magmatisme aux zones de convergence, c'est-à-dire dans les zones de subduction. Il va se produire du magmatisme qui va s'exprimer sous forme d'îles volcaniques, d'arcs volcaniques dans les océans ou encore d'arcs continentaux sur les continents. Examinons d'abord le magmatisme qui se fait au niveau des îles volcaniques dans les océans. C'est le magmatisme qui se produit lorsqu'il y a collision entre deux segments de lithosphère océanique. L'enfoncement d'une plaque sous l'autre entraîne comme un tapis roulant des sédiments riches en minéraux de basse température comme le quartz, SiO2, mais aussi les feldspaths et les argiles, et aussi bien sûr la lithosphère océanique. Comme on l'a déjà expliqué, il y aura fusion partielle en profondeur. Ici, le matériel fondu sera un mélange de croûte basaltique de la lithosphère supérieure et de minéraux de basse température des sédiments entraînés dans la subduction. Contrairement aux zones de dorsale où la fusion partielle de péridotite ne pouvait donner qu'un magma mafique, ici, la fusion partielle de ces trois entités, qui contient toute la palette des silicates, pourra fournir des magmas de composition variée. Il pourra se faire une ségrégation des magmas intermédiaires andésitiques lorsque les températures atteintes seront intermédiaires, ce qui produit des volcans andésitiques des arcs insulaires. Ou encore, si les températures de fusion atteignent des niveaux plus élevés, on produit des magmas mafiques basaltiques et des coulées de lave basaltiques. C'est un peu la même chose lorsqu'il y a collision entre un segment de lithosphère océanique et un segment de lithosphère continentale. Il y a la formation d'un arc continental, comme par exemple dans le cas des cascades dans l'Ouest américain. Il y a cependant quelques différences. Ici, la quantité de sédiments sur le plancher océanique en bordure du continent est plus volumineuse et il se construit un prisme d'accrétion. C'est dire qu'une plus grande quantité de silicates de basse température risque d'être entraînée dans la subduction. La fusion partielle affecte ici aussi la croûte basaltique de la lithosphère supérieure et les minéraux de basse température des sédiments. Dans les premières phases de la fusion partielle, on pourra produire des magmas intermédiaires andésitiques et même par endroits des magmas felsiques, responsables des volcans andésitiques ou même rhyolithiques. Dans les phases plus chaudes, on produira des magmas mafiques basaltiques
qui construiront des plateaux de basalte sur les continents. Dans ces croûtes continentales épaisses, on accumulera aussi des grands stocks granitiques qui peuvent correspondre aux fusions de basse température et qui, à cause de leur faible fluidité, ne pourront parvenir jusqu'à la surface. À l'inverse de la fusion partielle, il y a la cristallisation fractionnée qui va contribuer à différencier les magmas à mesure de leur refroidissement. Voyons comment, à partir de la composition donnée d'un magma, on peut obtenir des roches magmatiques de composition différente. Prenons par exemple un magma de composition intermédiaire, disons andésitique, qui formerait une grande chambre magmatique dans la croûte continentale. Le refroidissement du magma va d'abord entraîner la cristallisation des minéraux de plus haute température, dans ce cas-ci les pyroxènes et les amphiboles. Ces minéraux vont progressivement sédimenter à la base de la chambre magmatique pour donner une roche magmatique. Appelons-la, pour les besoins de la démonstration, la roche A. Le magma résiduel a donc perdu ses minéraux de plus haute température et par conséquent, la roche qui cristallisera à partir de ce magma résiduel aura une composition différente de celle de la roche A. Une roche riche en quartz et biotite, et elle viendra recouvrir cette roche A. En bout de ligne, on aura des massifs magmatiques stratifiés selon la composition. Examinons un autre cas. Supposons qu'après que la roche A a été formée, le magma résiduel soit injecté dans une chambre satellitaire plus petite. Ce magma peut aussi avoir donné naissance à du volcanisme. Ce magma résiduel va aussi cristalliser et donner une roche de composition plutôt felsique, disons la roche B. On aura donc un massif intrusif composé en pratique uniquement de cette dernière roche, un massif totalement différent de la composition du magma originel de la grande chambre magmatique. Tout ce que je viens de vous expliquer constitue une généralisation des processus qui agissent au niveau des zones de subduction. J'ai simplement tenté de vous montrer que l'action combinée de la fusion partielle et de la cristallisation fractionnée combinée avec la composition originelle du matériel, produit des magmas de composition différente et partant des roches ignées de composition différente. C'est important aussi parce qu'à partir de l'étude des roches ignées, on est capable de distinguer, par exemple, entre du magmatisme de zone de subduction et du magmatisme de zone de divergence. Pour être complet, disons aussi qu'il se fait du magmatisme au niveau des zones de points chauds. Les laves qui se trouvent associées aux volcans de points chauds sont des laves mafiques, comme par exemple dans les volcans des îles Hawaï ou encore de la Polynésie. Et ceci est totalement en accord finalement avec le fait que ce magma provient d'une fusion partielle du manteau. Voilà, nous venons de voir les processus qui contrôlent le magmatisme. Nous allons maintenant nous concentrer sur les produits, c'est-à-dire les divers corps rocheux qu'on retrouve à la surface de la croûte terrestre ou dans la croûte terrestre. Voici un bloc diagramme qui résume les principaux phénomènes géologiques qu'on est susceptible de retrouver dans une région affectée par le magmatisme. Supposons que l'on a une grande chambre magmatique qui alimente le volcanisme de surface. L'expression en surface de ce magmatisme est généralement minime en volume par rapport au magma sous-jacent qui lui donne naissance et qui, en cristallisant, formera les grands corps intrusifs. En surface, donc, vous le savez, ce magmatisme se traduira par des volcans qui pourront produire des champs de lave. Il pourra aussi se former de grands champs de lave à partir de longues fissures. Dépendamment où cristallise le magma, on aura des corps intrusifs ou des corps extrusifs. Commençons notre examen par les corps extrusifs et principalement les volcans. Les volcans crachent trois choses. Bien sûr, de la lave, mais ils crachent aussi ce qu'on appelle du matériel pyroclastique. Je reviens dans un instant sur ce matériel. Et ils crachent des gaz. Le gaz principal, c'est la vapeur d'eau, mais aussi du CO2 et du SO2. Pour former un champ de lave, il faut que le magma s'écoule très facilement à la surface de la croûte terrestre. En d'autres termes, il faut qu'il soit très fluide. Le facteur principal qui va contrôler la fluidité d'un magma, c'est son contenu en silice, ou si vous préférez, en quartz fondu, SiO2.
Un magma mafique, par exemple, est très faible en silice et va donc constituer un magma qui s'écoule très facilement. À l'autre extrême, un magma felsique, au contraire, va contenir beaucoup de silice et va avoir beaucoup de difficultés à s'écouler. Cela dit, nous pouvons maintenant regarder d'un peu plus près les volcans. Bien sûr, je pourrais vous donner une classification détaillée, sophistiquée des volcans, mais nous allons plutôt nous attacher à regarder les manifestations de ces appareils qui terrorisent les populations qui vivent à leur voisinage. En simplifiant, il y a deux grands extrêmes. Il y a les volcans qui crachent des laves très fluides et il y a les volcans qui ont beaucoup de peine à cracher la moindre lave. Vous avez compris que je vous parle des volcans à lave qui sont faibles en silice et des volcans dont les laves sont très riches en silice. Et évidemment, il y a des intermédiaires entre les deux. Voici un premier type de volcan, le volcan bouclier. Son alimentation à partir de la chambre magmatique est mafique, c'est-à-dire que le magma est pauvre en silice. Les laves produites sont basaltiques. La lave s'étale à partir de la cheminée centrale et forme des pentes peu prononcées, généralement inférieures à 15 degrés au sommet, à cause de la grande fluidité de la lave. Il y a souvent des éruptions de flanc sur ce genre de volcan. Ces belles images de véritables jets de lave ou de fontaines de lave, ou encore de grandes coulées si spectaculaires dans la nuit, nous parviennent souvent des volcans hawaïens ou islandais. Pour vous donner une idée de la fluidité de ces laves, elles peuvent atteindre des vitesses d'écoulement de 30 km/h. Mais disons qu'en général, cependant, leur vitesse est de 10 à 300 mètres à l'heure, ce qui laisse amplement le temps aux humains et aux autres animaux de fuir. On le sait maintenant, on a ce genre de volcanisme basaltique au dorsal océanique, au point chaud et possiblement associé à certaines zones de subduction. De bons exemples de ces volcans sont les volcans de l'Islande sur la dorsale médio-atlantique ou les volcans des îles Hawaï. À l'autre extrême de notre spectre des volcans, il y a les stratovolcans. Ces volcans dont le magma est si riche en silice qu'il a peine à sortir du volcan. Outre la lave, ces volcans vont cracher surtout des gaz et du matériel pyroclastique. Ils vont construire un édifice à pente abrupte où alternent lave et matériel pyroclastique. Fréquemment, ils produiront des volcans satellites composés surtout de cendres. On retrouve souvent ces volcans associés aux zones de subduction, principalement dans les arcs volcaniques continentaux. Les stratovolcans sont de véritables terreurs. Ils sont les plus destructeurs. Ce genre de volcan est susceptible de cracher trois types de matériaux. D'abord la lave, bien sûr, mais celle-ci est si peu fluide qu'elle a peine à se pointer hors du cratère et à s'écouler. Les deux principaux matériaux que vont cracher ces volcans, ce sont les gaz et le matériel pyroclastique. Puisque le magma est si peu fluide, les gaz qu'il contient construisent une pression qui va grandissante et qui finalement va exploser. Lors de cette explosion, le matériel est littéralement pulvérisé. Il se mélange avec les gaz pour former un nuage très dense. Ce nuage, il est chaud, 800 degrés Celsius. Il s'écoule le long de la pente du volcan à des vitesses énormes, 150 km/h, ce qui laisse aucune chance de fuite pour les humains ou pour les animaux. C'est ce qu'on appelle la nuée ardente. C'est cette nuée ardente qui a détruit le village de Pompéi en l'an 89 de notre ère, lors de la grande éruption du Vésuve. Il y a aussi des cendres qui sont éjectées dans l'atmosphère à des altitudes pouvant atteindre la vingtaine de kilomètres. Ces cendres sont rapidement dispersées à la grandeur de la planète et vont éventuellement causer un effet de voile qui risque d'abaisser les températures terrestres. À titre d'exemple, 1816 en Amérique, c'est considéré comme l'année où il n'y a pas eu d'été. Ceci à cause de l'éruption du volcan Tambora en Indonésie, un des volcans qui, dans toute l'histoire, a émis le plus de cendres. Les journaux du Québec de l'époque nous disent qu'il a gelé en juin, en juillet et en août et que toutes les récoltes ont été perdues.
Pour illustrer les manifestations de ce type de volcan, nous allons prendre un exemple, celui du mont Sainte-Hélène, qui a fait éruption en 1980. C'est pas par hasard que je choisis cet exemple, c'est parce que cette éruption a été très bien étudiée et on en a fait une très bonne autopsie. Le volcan Sainte-Hélène se situe dans la chaîne des Cascades et est relié à l'enfoncement de la plaque océanique Juan de Fuca sous la plaque continentale de l'Amérique du Nord. L'éruption a eu lieu le 18 mai 1980. Les premiers signes avant-coureurs se sont manifestés 2 mois avant l'éruption par quelques séismes mineurs sous le volcan, dont un qui fut un peu plus important le 20 mars. La première activité volcanique s'est produite le 27 mars par l'émission d'une petite quantité de cendres et de gaz d'oxyde de soufre, SO2. Ce réveil du volcan a fait accourir une batterie de spécialistes avec tous leurs instruments de mesure et de monitoring. L'idée, fondamentalement, c'était d'essayer de prévoir une éruption possible et surtout son moment. Aujourd'hui, on sait que ces manifestations étaient dues à la montée lente d'un bouchon de magma, mais à ce moment-là, on ne le savait évidemment pas. Le 23 avril, soit en gros 1 mois plus tard, on commence à voir se former une sorte de bombement sur le flanc nord de la montagne. Ce bombement, il se gonflait à raison de 1,5 mètre par jour. Le bouchon de magma continuait donc sa progression. Le matin du 18 mai à 8h32, ce fut l'explosion instantanée. En quelques secondes, tout le flanc nord s'effondre en un immense glissement de terrain et tout le matériel pyroclastique est soufflé latéralement, formant une nuée ardente qui dévaste tout sur son passage. Puis ensuite, l'explosion est verticale, projetant des tonnes de cendres dans l'atmosphère. Tout cela en quelques secondes. Voici d'ailleurs quelques photos qui ont fait le tour du monde et qui témoignent de la puissance de l'explosion. On voit ici l'effondrement du flanc nord du volcan qui produit un immense glissement de terrain, suivi immédiatement de la déflagration latérale. On voit bien ici la progression du glissement de terrain. En quelques fractions de secondes, la nuée ardente amorce sa progression et finalement détruit tout sur son passage. On voit bien ici le matériel pyroclastique pulvérisé, projeté latéralement. Vous pouvez même reconnaître la trajectoire de véritables bombes volcaniques. La destruction a été terrible. 59 morts. D'une altitude de 2900 mètres originellement, le sommet du volcan est passé à 2490 mètres, soit un abaissement instantané de 410 mètres. Au nord du volcan, tout a été soufflé, brûlé, entièrement détruit par la nuée ardente, sur une superficie de 12 km de large sur 16 km de long. Des coulées de boue se sont étalées dans toutes les vallées et ont engorgé des cours d'eau. Quant à y être, poursuivons notre voyage dans la chaîne des Cascades pour examiner un phénomène géologique spectaculaire lié au volcanisme explosif, la formation d'une caldeira. Il s'agit du Crater Lake, le lac cratère dont nous avons brièvement parlé dans une émission précédente et dont je vous avais d'ailleurs montré une photo. C'est un ancien volcan, le volcan Mazama, qui a littéralement explosé il y a 7700 ans, une formidable éruption évaluée à 47 fois celle du mont Sainte-Hélène en 1980. Une éruption si importante qu'elle a littéralement vidé la chambre magmatique, causant un effondrement qui a laissé cet immense cratère de 10 km de diamètre, aujourd'hui occupé par le lac cratère. Ces calderas sont relativement abondantes à la surface de notre planète, comme par exemple Tira, ou si vous préférez Santorin, dans les Cyclades, en Grèce, ou encore Yellowstone aux États-Unis. Voici comment se forme une caldeira. D'abord, une éruption volcanique normale qui va ensuite en s'intensifiant, puis littéralement la chambre magmatique se vide, causant de multiples fractures qui amorcent un effondrement. Lorsque la chambre magmatique est vidée, il y a l'effondrement final et c'est pratiquement la mort du volcan. Dans le cas du lac cratère, la fosse d'effondrement s'est remplie d'eau subséquemment pour donner ce magnifique lac. Je viens de vous parler des volcans, c'est-à-dire des manifestations du magmatisme à l'extérieur de la croûte terrestre.
Mais on l'a dit, le gros du magma va rester coincé dans la croûte pour former des massifs intrusifs. On l'a vu durant la phase de magmatisme actif, le magma en fusion produit du volcanisme à la surface. Quand cesse le magma cristallise pour donner de grands corps intrusifs qui seront mis à nu par l'érosion des couches qui les recouvrent. Tous ces corps intrusifs portent divers noms en fonction de leur dimension et de leur relation par rapport aux couches encaissantes. Les batholithes sont de très grandes masses intrusives qui se mesurent en kilomètres et dizaines de kilomètres. Les dikes sont des corps intrusifs qui sont issus du remplissage de fractures et qui coupent à travers les couches encaissantes, alors que les cils sont des dikes qui sont parallèles à la stratification des couches encaissantes. Les lacolites sont des masses intrusives en dôme avec une base relativement plane. Les necks volcaniques représentent ce qui reste de la cheminée des volcans. Voici un bel exemple de neck volcanique où le gros du volcan a été érodé pour ne laisser que les roches de la cheminée. Dans une phase plus avancée de l'érosion, lorsque cette dernière parvient à exhumer ces grandes masses intrusives, comme les grands batholithes de granit, on aura donc en surface de grands massifs granitiques, comme on en trouve par exemple dans le parc de la Gaspésie. Le mont Jacques-Cartier, un des plus hauts sommets du Québec, est un batholithe. Parmi les massifs qui nous sont le mieux connus, il y a les Montérégiennes dans la plaine de Montréal, le Mont-Royal, le Mont-Saint-Bruno, le Mont Saint-Hilaire. Ces montérégiennes sont d'anciens batholithes qui ont été mis en place dans les basses terres du Saint-Laurent il y a 125 millions d'années et qui ont été exhumés par des millions d'années d'érosion. Nous allons maintenant passer au second type de roches, les roches sédimentaires. Si les roches ignées forment le gros du volume de la croûte terrestre, les roches sédimentaires forment le gros de la surface de la croûte terrestre. La plupart de nos paysages géologiques sont des paysages sédimentaires. Mais avant de parler de roches sédimentaires, il nous faut parler de sédiments. Nous allons nous intéresser d'abord à cette portion du cycle de formation des roches qui concerne la production d'un sédiment. Cette production se fait à partir de l'érosion d'un massif de roches, comme ici des roches ignées, le transport des particules et leur dépôt sous forme de sédiments. Trois grands groupes de processus sont impliqués dans la production d'un sédiment. L'altération superficielle, qu'on appelle aussi la météorisation, qui permet d'éroder la roche et d'en dégager des particules, le transport de ces particules et finalement leur sédimentation. Voyons d'abord les processus reliés à l'altération superficielle. Les processus de l'altération superficielle sont de trois types: mécanique, chimique et biologique. L'altération mécanique, qu'on appelle aussi l'altération physique, va contribuer à désagréger la roche. Par exemple, le gel et le dégel, lorsque l'eau s'infiltre dans les fractures de la roche et qu'elle gèle, elle va donc contribuer à ouvrir ces fractures. Ces cônes de débris au pied des falaises sont le résultat du bris de la roche sous l'action répétée du gel et du dégel. L'action mécanique des racines des arbres va aussi ouvrir des fractures, comme sur cette photo. L'altération mécanique ouvre la porte à l'altération chimique en augmentant progressivement la surface disponible à l'attaque chimique. Pour illustrer ça, prenons un cube de 10 mètres d'arête. La surface disponible pour l'altération par attaque chimique est de 600 mètres carrés, 10 mètres par 6 faces. Si je coupe ce cube en deux, selon les trois plans, j'obtiendrai 8 cubes de 5 mètres d'arête chacun. La surface disponible pour l'altération devient donc le double, 1200 mètres carrés, c'est-à-dire 5 mètres multiplié par 5 mètres multiplié par 6 faces, pour chaque cube, donc multiplié par 8 cubes. Si j'avais coupé mon cube originel en 10, selon les trois plans, j'aurais obtenu une surface de 6000 mètres carrés disponible pour l'altération. Le bris par l'altération mécanique a donc favorisé l'altération superficielle chimique. L'altération chimique est aussi importante. Certains silicates, comme les feldspaths, sont facilement attaquables par les eaux de pluie.
Ces granites, par exemple, sont en train d'être démantelés par l'altération chimique qui se fait à partir des nombreuses fractures. Sur cette vue rapprochée, on voit bien les particules qui se sont détachées du granit en place. Certains organismes ont aussi la capacité d'attaquer biochimiquement la roche. Certains lichens, par exemple, vont aller chercher les minéraux dont ils ont besoin dans la roche. L'action combinée de ces trois mécanismes vont produire des particules. Un des effets les plus communs de l'altération superficielle, c'est la formation de sols au-dessus de la roche de fond. Cette altération mécanique et chimique produit 4 horizons bien distincts qui caractérisent pratiquement tous les sols. Au sommet, l'horizon O, qui correspond à la couche organique. Puis l'horizon A, qui est la zone de lessivage par les eaux d'infiltration. C'est une zone où il se fait de la dissolution et où transitent les produits venant de la surface. Suit l'horizon B, qui est la zone où s'accumulent les éléments qui sont passés à travers la zone de lessivage, incluant, par exemple, le trop-plein de produits chimiques répandus sur les sols. L'horizon C correspond à la zone où la roche de fond est démantelée par l'altération mécanique et chimique. Et finalement, il y a la roche de fond non altérée. L'altération superficielle, la production de sol, le dégagement de particules constituent donc le point de départ du processus sédimentaire. Le second groupe de processus vont donc être reliés au transport de toutes ces particules. Prenons pour illustrer le concept d'ensemble un bassin marin en bordure d'un continent. Les matériaux dégagés à la source seront déplacés par les divers moyens de transport, principalement l'eau, mais aussi la glace et le vent, et amenés au bassin de sédimentation où ils se déposent. Les matériaux ainsi transportés vont s'accumuler dans le bassin. C'est la sédimentation qui, évidemment, donne lieu à un dépôt sédimentaire. Ce dépôt pourra être composé de 3 fractions différentes selon la source du matériel. Le matériel provenant de l'érosion des continents est appelé terrigène. Le matériel qui provient du bassin même de sédimentation est appelé allochimique. Il correspond principalement au matériel provenant du squelette des organismes marins, coquilles variées, etc. Le matériel chimique qui précipite à partir de l'eau de mer est appelé orthochimique. Les sédiments se déposent en couches successives qui chacune vont refléter le mode de transport et le type de sédimentation. C'est ce qui fait que les sédiments se déposent en couches stratifiées, ce qui est une caractéristique des paysages de roches sédimentaires. Ce paysage du Colorado tire sa beauté du creusement par les cours d'eau dans des terrains sédimentaires bien stratifiés. De plus, les sédiments porteront souvent la marque des modes et des énergies de transport, ce qui se traduira par la présence de structures sédimentaires dans les sédiments et qui se retrouveront dans les roches. Ces rides sur la surface d'une couche rocheuse ont été formées il y a 400 millions d'années, au moment du dépôt du sédiment qui a donné naissance à la roche. Cet enchevêtrement de stratification dans le grès de Navajo, datant de 150 millions d'années dans le parc Zion, dans le sud-ouest américain, nous indique que les sédiments de l'époque étaient transportés par les vents et se formaient en dunes, comme dans les déserts actuels. Une question qui revient souvent, c'est comment passe-t-on du sédiment à la roche solide? Par exemple, comment va-t-on passer de ce sable ici, qui nettement est un sédiment, où on voit bien les particules, à une roche solide comme ce grès ici, où on voit aussi des particules qui sont de la même taille que ce sable? L'obtention d'une roche sédimentaire se fera par la transformation d'un sédiment en roche sous l'effet d'un groupe de processus qu'on appelle la diagenèse. La diagenèse englobe tous les processus chimiques et mécaniques qui affectent un dépôt sédimentaire après sa formation. Pour un dépôt donné, la diagenèse commence donc sur le fond marin, dans le cas d'un sédiment marin, évidemment, et se poursuit tout au long de son enfouissement, c'est-à-dire à mesure que d'autres sédiments viennent recouvrir le dépôt et l'amener progressivement ainsi sous plusieurs dizaines, centaines ou même milliers de mètres. Ces processus sont variés et complexes. Pour simplifier, disons que le principal processus impliqué, c'est la cimentation.
C'est un processus relativement simple. Il y a de l'eau qui circule à travers les sédiments. Si cette eau est sursaturée par rapport à certains sels ou certains minéraux, elle va donc précipiter ces sels et ces minéraux. Et c'est cette cristallisation qui va finalement souder ensemble les particules du sédiment. À quel moment se fait cette cimentation? Bien, il y a deux extrêmes. Il y a une cimentation qui est très précoce, celle qui se fait immédiatement sur le fond marin, et il y a une cimentation qui est beaucoup plus tardive lorsque le sédiment est amené sous plusieurs mètres, dizaines ou milliers de mètres de sédiment et que la compaction est très active. Dans le cas de la cimentation précoce, l'eau marine, illustrée ici en bleu, qui circule dans le sédiment, disons un sable, qui est illustré ici par les particules jaunes, est sursaturé par rapport à la calcite, par exemple. Au fur et à mesure de la circulation, des cristaux de calcite viennent précipiter sur des particules de sable et progressivement soudent entre elles les particules pour former une roche. Dans le cas de la cimentation tardive, c'est la compaction sur les particules due à l'empilement des couches sédimentaires qui va conduire à leur soudure. Disons qu'il s'agit de particules de quartz. Examinons ce qui se passe au contact de ces particules à mesure que s'accentue la compaction. La pression devient de plus en plus forte et les particules s'interpénètrent, produisant de la dissolution du quartz qui passe en solution dans l'eau interstitielle. Comme l'eau devient sursaturée par rapport au quartz, le quartz vient précipiter sur les particules et les soude ensemble. Tout comme dans le cas des roches ignées, nous possédons toute une nomenclature pour désigner les roches sédimentaires. Je vous invite donc à consulter le site Web où vous trouverez la classification des roches sédimentaires. Il nous reste à discuter du dernier grand groupe de roches, les roches métamorphiques. Comme le nom l'indique, il s'agit de roches qui proviennent de la transformation d'une roche déjà existante. Les processus de cette transformation sont regroupés sous le terme de métamorphisme. Les processus du métamorphisme sont contrôlés par la température et la pression, plus spécifiquement une augmentation de ces deux facteurs. On reconnaît trois grands types de métamorphisme, le métamorphisme de contact, le métamorphisme régional et le métamorphisme de choc. Commençons avec le métamorphisme de contact. C'est celui qui se produit dans la roche encaissante au contact des intrusifs. Lorsque le magma encore très chaud est introduit dans une séquence de roches froides, il y a transfert de chaleur et cuisson de la roche encaissante. Il se formera alors ce qu'on appelle une auréole métamorphique. Les minéraux de cette roche seront transformés par la chaleur en roches métamorphiques. Le second type de métamorphisme, c'est le métamorphisme régional, qu'on appelle aussi le métamorphisme dynamique. Il se produit au cœur des chaînes de montagnes à des profondeurs atteignant les dizaines de kilomètres, là où les roches sont sous des températures de l'ordre de plusieurs centaines de degrés Celsius et des pressions de milliers d'atmosphères. Le métamorphisme régional produit un certain nombre de transformations dans la roche. D'abord, une déformation, comme le montre ce spécimen ici, où les couches sont repliées les unes sur les autres. Un second type de transformation, c'est aussi le développement de ce qu'on appelle la foliation métamorphique. Prenons au départ une roche ignée ou sédimentaire dans laquelle les minéraux ont des formes équidimensionnelles et aucune orientation préférentielle. Si cette roche est soumise au métamorphisme de pression sous des températures élevées, progressivement les minéraux vont se transformer, s'étirer et s'aligner pour former une foliation. C'est ce qu'on appelle la foliation métamorphique, caractéristique de ce type de métamorphisme. Voici un exemple sur ce spécimen ici d'une foliation métamorphique où on voit que tous les minéraux noirs, par exemple, sont alignés. Même s'il n'est pas facile de le voir à la caméra, les minéraux roses aussi sont alignés. On a dit qu'il y avait trois types de métamorphisme, métamorphisme de contact, métamorphisme régional, et finalement, il y a le métamorphisme de choc. Ce métamorphisme de choc, il a lieu lorsque une météorite vient frapper la surface de la Terre. Dans ces cas, les températures et les pressions sont
infiniment plus élevés que dans le cas des autres métamorphismes. Et le facteur très important dans ce type de métamorphisme, c'est le temps. Il s'agit ici d'un métamorphisme instantané. Comme dans le cas des roches ignées et des roches sédimentaires, il y a aussi une nomenclature pour désigner les roches métamorphiques. À nouveau, vous trouverez cette classification des roches métamorphiques sur le site Internet. Voilà, avec cette étude des roches, nous venons de compléter cette deuxième émission sur les matériaux de la croûte terrestre. Dans la prochaine émission, nous allons explorer les ressources minérales que nous fournit la croûte terrestre. Nous allons parler de 3 ressources, les eaux souterraines, les combustibles fossiles et les métaux. D'ici là, comme à l'habitude, je vous invite à consulter le site Internet sur lequel vous allez trouver de plus amples explications sur ce que nous avons vu aujourd'hui et aussi des notions un peu plus approfondies. À la prochaine.